Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux cet après-midi chez Arcurial pour une conversation autour des montres de la COMEX. La collaboration qui a existé entre Rolex et la compagnie maritime d'expertise de Marseille à partir des années 70 n'a pas d'équivalent dans l'histoire des montres professionnelles et c'est cela qui rend ces Tool Watch aussi fascinantes. Pour en discuter cet après-midi, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Jacques Bianchi, voilà, légende de l'horlogerie marseillaise, ainsi que Joël Roussel, ancien plongeur de la COMEX. Ce talk n'aurait pas eu lieu sans l'initiative de ma Marseillaise préférée, Justine Lamar, spécialiste en horlogerie. Et je donne la parole à Grégory Blumenfeld, qui est donc notre consultant pour l'horlogerie, pour animer avec passion cet échange avec Geoffroy Adair, notre expert préféré aussi. Quel enthousiasme, Marie. Merci, Marie. Évidemment, en tant qu'expert et en tant qu'auctionnieur chez Arcurial, il nous est arrivé de vendre beaucoup de COMEX. Et une chose m'a toujours beaucoup frappé, c'est de voir à quel point cette montre était devenue un outil personnel. Alors j'ai noté quelques phrases, Joël, ça va s'adresser à vous, notamment une phrase d'une montre, la COMEX 793 ou 793, référence 5514, que nous avions vendue l'année dernière, et le plongeur nous a dit « Notre boulot consistait à rester en vie ». Et c'est vrai que cette montre, plus qu'une montre de collectionneur, c'était l'outil que vous utilisiez tous les jours au fond des océans et qui vous a permis, certainement, dans certains cas, de rester en vie. Alors dites-nous votre expérience, pourquoi, comment. Oui, affirmatif. Oui, ça marche, Okay. allez-y. Oui, ben, je confirme, cette montre, c'est un outil de travail pour nous. Lorsque l'on devenait plongeur professionnel à la COMEX, on avait droit à l'attribution d'une montre que l'on payait en partie d'ailleurs, parce qu'il n'était pas question que ce soit un objet offert. Donc cette montre nous a suivis partout, dans toutes nos expériences dans le monde entier, sur les plateformes de pétrole, sur les chantiers, aussi bien avec sa résistance, en travaillant dans les barrages, dans les tunnels, dans les plongées profondes. Juste une chose, en fait, Joël, et ça c'est une question qui va s'adresser à Jacques, vous êtes évidemment celui qui utilise la montre, mais celui qui l'entretient, c'est Jacques Bianchi. Comment vous vous êtes retrouvé horloger de la COMEX? Parce que tout le monde veut savoir comment on devient horloger, parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu plus, on va dire amical, ou une rencontre. C'était une histoire d'homme, en fait. Bah oui, il faut dire que j'ai eu la chance, par mon âge. J'ai commencé à travailler en 1963, j'ai été établi presque tout de suite comme artisan. Et j'ai travaillé sur des montres qui connaissaient les montres de plongée de façon un peu plus courante, c'est-à-dire l'usage commençait à se développer. Notiski, Lip a fait ça, Aquastar avait fait des montres avant eux, etc. D'autres marques aussi, Doxa et d'autres que je pourrais citer. Donc ces maisons-là ont travaillé pour faire des montres étanches de façon à permettre aux gens, aux plongeurs notamment, mais ce n'était pas la première chose à laquelle ils pensaient, c'était l'utilisateur lambda qui, lui, voulait plonger avec des bouteilles dans un club et qui voulait une montre qui résiste à aller à 30 ou 40 mètres, disons, pour parler de façon commune. Voilà, alors donc on a travaillé là-dessus, et effectivement, moi, les retours que j'avais par les plongeurs, quels qu'ils soient, amateurs, mais surtout professionnels, j'avais cette chance. Et j'ai rencontré évidemment tous les gens qui ont été mêlés à la plongée, que ce soit la Calypso, que ce soit la COMEX, que ce soit d'autres entreprises qui faisaient des travaux sous-marins. Et j'avais donc un retour de ce qui se faisait de bien en étanchéité et ce qui se faisait de mal. Donc ça m'a donné ma culture d'horloger spécialisé en montres étanches. Et j'avais un atelier qui fonctionnait dans cet esprit et on analysait toutes les montres, quelles qu'elles soient, pour essayer de trouver les points faibles et les points forts de façon à aboutir à un projet un peu plus, efficace à 100% si c'est possible en matière d'étanchéité. Pardon, je sais ce que tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Henri Germain Delos, qui était le créateur, fondateur de la COMEX? Parce que c'est ça c'est assez. C'était une époque où il n'y avait pas de
de cahier des charges et de compétition entre plusieurs sociétés. Ça a été un peu une rencontre amicale Donc, je dois dire que originale, on va dire. Ma rencontre avec Henri-Germain Deleuze, c'était un événement pour moi parce que petit horloger a rencontré ce monsieur qui était déjà un ancien des arts et métiers, c'était sa base de formation, et qui a développé ensuite des travaux sur des ports, des choses comme ça, et puis qui est venu à créer la COMEX. Et déjà le nom COMEX, ça faisait rêver, vu ce qu'il faisait, vu les travaux qu'ils entreprenaient, les expériences qu'il menait, et surtout là où il est arrivé. Mais je l'ai connu, pas dans ses débuts, non, mais enfin au moment où quand même sa carrière de spécialiste de l'offshore était vraiment acquise. Et c'est un homme charmant, et je l'ai connu parce que j'ai été invité une fois à la sortie d'une épreuve de plongée en saturation, mais fictive, pas en caisson, mais pas en mer. Et de là, on a un peu lié, et il s'est trouvé que le hasard a fait que j'étais... Le bâtiment du Rowing Club de Marseille, le club d'aviron, était juste en face de son bâtiment, qui est un bâtiment lacustre. La ville lui a accordé le privilège de bâtir tout un ensemble de bâtiments sur des piliers en face du club d'aviron. Donc, et on se voyait plus souvent qu'avant, bien sûr. Et on collaborait un petit peu, moi, dans l'aide de ses moteurs quand il est déposé sur les caissons, sur les quais du club. Et ensuite, nos rencontres humaines, je dirais, qui m'a permis d'avoir un petit peu des privilèges vis-à-vis de lui. Et toi, Joël, quel était le rapport que vous aviez avec vos montres? Est-ce qu'au sein de la COMEX, c'était un peu pas un porte-bonheur, mais comme vous risquiez vos vies de façon presque, pas quotidienne, mais est-ce que c'était un peu un garde-fou? Est-ce que c'était comme un objet fétiche? Ouais, c'était l'objet fétiche, c'était le trophée. Ouais. Un vrai plongeur de la COMEX avait une Rolex. On ne pouvait pas en avoir ailleurs. Et il fallait avoir fait ses preuves dans la plongée pour pouvoir avoir l'autorisation écrite de M. Deleuze pour pouvoir obtenir une Rolex chez COMEX. Et donc c'était une dotation, mais dotation que l'on payait au départ. Donc un prix préférentiel. Un petit prix, qui n'était pas le prix d'origine, mais il était question de la payer en partie parce qu'il n'était pas question que ce soit des objets, comme lorsqu'on recevait nos casques de plongée ou nos combinaisons pour travailler. C'était au-dessus de tout ça. Ah, donc c'était le gars, la première fois qu'on avait notre Rolex, c'était le summum de ce qu'on pouvait avoir dans la profession. Donc ça faisait partie du jeu des plongeurs profonds de la COMEX. C'était Monsieur Deleuze qui vous la remettait directement dans le bureau? Il y avait un cérémonial, comme ça? C'est lui qui donnait l'autorisation de l'avoir. D'accord. Il n'y a que lui qui pouvait nous donner l'autorisation de l'avoir. Et à ce moment-là, il ne vous donnait pas la boîte, les papiers, non, etc. Non. On recevait la boîte avec le diplôme, avec un certificat, avec une lettre de félicitations. C'était tout un... Bravo, vous avez votre tout Rolex. Un truc, mais bon, tous les grands plongeurs de la COMEX l'ont eu. C'était pas un objet impossible. Mais il fallait faire partie de la grande équipe de COMEX et des gens qui allaient éventuellement avoir à s'en servir ou la représenter. C'était surtout une représentation de cette marque par rapport à la COMEX. Et c'était bien sûr l'objet fétiche et il fallait quelques années des fois avant de l'avoir. On ne l'avait pas en arrivant à la COMEX. Le premier jour, quand on recevait notre dotation de matériel, on n'avait pas la montre avec. Tu peux nous parler d'une plongée qui t'a marqué particulièrement ou qui t'a peut-être fait peur ou pris peur, c'est souvent. Est-ce que tu as senti t'as vu la mort pas loin à un certain moment? Est-ce que tu as été Ouais, il est arrivé qu'on ait fait ce que l'on appelait des premières mondiales parce qu'on ne connaissait pas le résultat des gaz respiratoires. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelait le docteur Cabarou à l'époque, qui créait les tables de décompression, puisque nous, on utilisait les tables de la Marine nationale avant. Et après, chaque entreprise a créé ses propres tables personnelles. Comme la Sogétram, la Doris et la COMEX avaient leurs tables personnelles de décompression. Des tables qui pouvaient nous emmener travailler jusqu'à 300-400 mètres à l'époque. Et à savoir qu'on changeait 3 fois ou 4 fois de mélange pendant la plongée. Donc on avait le docteur Cabarou qui nous calculait les tables la nuit et on les expérimentait la journée. Et quelle est chantier. Et la profondeur la plus la profondeur la plus importante hors caisson de décompression, caisson étanche? Juste bouteille et... En bouteille, nous on n'est pas des plongeurs bouteilles, donc même sur notre matériel de chantier, on n'a pas de bouteille, nous. On est toujours relié à la surface
avec ce que l'on appelle un narguilé. Ouais. On a les casques, vous avez là-bas les premiers casques que l'on a utilisés. Et donc, c'est toujours relié à la surface, c'est obligatoire. Et on est en communication avec la surface, et c'est la surface qui nous envoie les gaz respiratoires. D'accord. Donc, suivant la profondeur où l'on va descendre, on va changer de gaz, parce qu'il y a des gaz à l'hélium et tout qu'on ne peut pas respirer en surface parce qu'ils sont mortels. Mais si vous êtes à 200, 300 mètres de profondeur, vous pouvez respirer un mélange de gaz, de trimix, 3 gaz différents, ou de nitrox, ou ça dépend ce qui a été calculé pour cette table. Et ça, c'était des expériences de temps en temps un peu douloureuses aussi, parce que je dirais qu'aujourd'hui je suis là, mais j'ai perdu beaucoup de copains. Il faut savoir que ça a été reconnu, et je pense que ça reste toujours un des métiers les plus dangereux du monde. Et à une époque, quand on a créé les plongées à saturation notamment, on a eu beaucoup de pertes. Mais c'était le risque. On n'avait pas. Nous, on était dans notre profession, on le faisait. Et moi, j'ai eu quelques pépins, mais je suis encore là, donc je suis content de pouvoir représenter aussi beaucoup de gars super, des gars célèbres qui sont restés dans l'aventure. Jacques, on va revenir sur le côté technique de la montre, parce qu'aujourd'hui, les COMEX ont une valeur sur le marché qui est très importante. Je crois qu'on en a vendu chez Arcurial 10 sur les deux dernières années, donc des 55-14, des 55-13, des 16-800, 16-8000, etc. Donc c'est un peu technique parce qu'on parle de référence, mais toi, tu avais des demandes spécifiques des plongeurs qui, au bout de 4-5 ans, voilà, on parle des cadrans, parce qu'aujourd'hui, c'est une montre, une COMEX, c'est aussi l'état de conservation qui fait aussi sa valeur, la beauté du cadran, la patine, etc. Mais tu avais aussi des plongeurs tu me disais, on en parlait tout à l'heure, que tu avais des plongeurs qui te demandaient de rajouter de la matière luminescente parce qu'au bout de 30 mètres, ils ne voyaient plus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur peut être dévaluée sur une COMEX, alors que pour eux, c'était vraiment un outil presque de vie ou de mort. C'était naturel pour eux, bien sûr. Il ne faut pas oublier, c'était un outil de travail. Une montre COMEX, à part l'attachement que nous a décrit Joël, c'était une reconnaissance de leur métier. Mais il y a une chose qu'il faut dire de ces montres-là, c'est que finalement, ils sont très modestes. Là, on accepte de nous raconter des choses pour illustrer un petit peu la COMEX et la vie d'une montre COMEX, mais c'est vrai que pour leur arracher des mots sur tout ce qu'ils ont vécu le difficile, c'était toujours délicat, et c'est vrai que j'insistais pas trop. J'ai eu des choses assez graves, des décès de gens à qui on m'a apporté la montre et tout, mais bon, on faisait ça de façon soft parce que c'était pas le but. Il y avait assez de charges affectives sur les montres sans encore aller chercher les choses les plus douloureuses. Voilà. Mais au-delà de ça, ça n'avait pas la valeur marchande ou quoi qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ils voulaient que la montre reste un outil de travail lisible dans les meilleures conditions, parce que les conditions de plongée ne sont pas toujours, l'eau n'est pas toujours claire, je pense qu'on peut le dire. Donc une montre qui est lisible comme il faut, même si ce n'est pas l'essentiel de leur instrument, on nous l'a dit, ils avaient à cause de ça, ils étaient liés avec la surface, mais néanmoins, la montre reste quand même une référence, et elle rentre dans le caisson avec eux, et là, il n'y a plus que la montre qui donne l'heure, puisqu'à l'intérieur, je pense que vous étiez moins soucieux de l'heure. Voilà, donc, et pour essayer de répondre à ces exigences, eh bien, il fallait que le cadran soit lisible, les aiguilles soient lisibles, le petit point lumineux de la montre également pour opérer le point zéro également lisible, et que la lunette fonctionne bien. Alors, au départ, c'est une lunette qui n'était pas anti-retour, mais qui a quand même une certaine friction par sécurité. Ensuite, il y a eu un encliquetage qui a été ajouté et qui faisait que la lunette ne tournait que dans un sens, donc elle pouvait rallonger du temps, mais jamais en réduire, ce qui aurait été dangereux. Voilà, et puis après ça, ils voulaient aussi qu'elle soit étanche, qu'elle soit précise, qu'elle se remonte bien automatiquement, tout un tas de contraintes qui font bonne pour tout le monde, et qui plus est pour quelqu'un qui a souvent sa vie liée à sa montre. Et tu me racontais également qu'il y avait t'avais certaines demandes de plongeurs qui, une fois partis de la COMEX, avaient l'impression ils avaient envie d'enlever ce logo qui les accompagnait tout le temps, et pour éviter d'avoir un signe de reconnaissance quand, je sais pas, ils sont dans le bar à Marseille et d'avoir le COMEX sur la montre. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, une montre qui n'a plus son cadran COMEX vaut un tiers du prix ou peut-être moins, parce que c'est un cadran COMEX, c'est quasiment introuvable. Mais c'est assez paradoxal d'avoir des demandes comme ça, tu peux m'enlever ce cadran et me mettre un cadran normal sans le logo, ce qui paraît complètement... C'est très juste. J'ai été le premier étonné, les premiers plongeurs qui sont venus me voir en me disant « Bon, tu ne peux pas me changer le cadran là, parce que
Moi, Comex sur mon cadran, je sais que je suis Comex, mais bon, je ne tiens pas à ce que tout le monde le sache, d'abord. Ensuite, bon, peut-être une façon d'être un petit peu toujours dépendant de Comex, quoi, même quand ils avaient quitté leurs vêtements de travail. Donc, effectivement, je renvoyais le cadran Comex chez Rolex, qui me fournissait un cadran neutre, donc avec les indications classiques que tout le monde connaît, sans savoir, bien sûr, qu'un jour, peut-être, ils allaient se mordre les doigts, parce que ça peut arriver. Et d'ailleurs, la folie Comex, pour toi, elle a commencé quand? La folie des collectionneurs qui commençaient à acheter des montres? Ça remonte à une vingtaine d'années, je dirais. Vraiment, le goût d'avoir une montre Comex par son vécu, par son histoire. Je crois que c'est d'abord ça qui a fait la valeur, finalement. Après, elle s'est faite parce que les collectionneurs ont voulu l'avoir et qu'il y a eu une surenchère qui s'est faite au fur et à mesure des propositions qu'ils rencontraient quand ils s'adressaient directement à un plongeur professionnel qui avait la montre au poignet et il lui demandait de la vendre au comptoir d'un bistrot, par exemple, puisque ça peut arriver. Non, là, c'était surtout ce vécu, cette expérience, et puis sur le fond, quand même, il est gravé des choses que personne n'a sur une montre Rolex courante. Donc les gens, évidemment, venaient là, et après, le bruit s'est fait que les gens recherchaient les montres Comex, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on en est là, où on est réunis ensemble pour en parler, vous voyez. Donc la preuve est faite que c'était pas à peine perdu. Alors moi, j'avais juste une question qui s'adresse surtout à Joël. En fait, dans l'histoire de la Comex, beaucoup de plongeurs nous ont dit « Ah, nous, on est allé à la Comex parce qu'on avait, et notamment un, nous a dit l'envie de voyager et le goût de l'aventure. » Alors, il nous est arrivé parfois d'avoir, évidemment, la montre, mais tous les accessoires qui vont autour, et notamment les histoires de passeport. Parce que souvent, vous étiez obligé d'aller dans des missions. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un nouveau passeport. Pour vous, c'était beaucoup plus facile parce que certaines missions étaient, je ne sais pas, secrètes ou d'autres moins. Et vous aviez ces passeports qui vous étaient délivrés de manière beaucoup plus facile par la préfecture pour que vous puissiez partir très rapidement sur une mission. Racontez-nous. Oui, effectivement, nous, on n'avait pas de problème de passeport. Puisque si on nous appelait d'urgence sur une mission, qui pouvait être une mission civile et militaire, ça m'est arrivé, on était même pris en charge par des gens qui nous faisaient passer où il fallait passer, où il n'y avait peut-être même pas besoin de passeport, mais tout était organisé. Parce qu'à l'époque, au niveau de la plongée, il n'y a que la Comex qui pouvait se permettre de faire certaines opérations par rapport à la profondeur, souvent. Donc, on n'a jamais eu de problème pour ça. S'il fallait partir d'urgence dans la nuit, quand le président nous appelait, nous disait, théoriquement, on rentrait de mission, on venait de faire 3 mois sur une plateforme. On rentrait pour se reposer une quinzaine de jours chez nous. Quand tu dis président, c'est... Président de l'OSE. Ouais, pas de la République, ouais. Non, parce que non, président de l'OSE. C'est comme ça qu'il se faisait appeler. Hein, parce que lorsque l'on croisait M. Henri-Germain Deleuze, on l'appelait président. Et vous l'appeliez le shérif? Entre nous, on l'appelait le shérif. Lui, vous appelez les cow-boys. Hein. Ça, c'est pas une légende. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il avait du mal à gérer des plongeurs qui étaient des colosses et avec tous des caractères très forts, tout etc. C'est pas facile de gérer. Combien vous étiez à... Je sais pas, mais il y a eu des chiffres assez importants. Hein. À une époque, on devait tourner à 2000 plongeurs et avec toute la Comex Marseille, on devait se promener entre 3 et 4000 personnes. Ah oui, d'accord. C'était une industrie, c'était quelque chose d'énorme. Nous, on devait faire des chantiers. Théoriquement, on devait faire 2 saturations par an. On arrivait à en faire 4 ou 5 parce qu'il y avait tellement de boulot qu'on rentrait chez nous, on repartait le lendemain. Et donc, c'est arrivé qu'ils t'appellent pour des missions militaires en pleine nuit pour te dire... Des missions que l'on a signées, sur quoi envie de nous parler on s'est engagé. Non, j'en parlerai pas. Non, mais évidemment. Mais on a fait des missions, bien sûr. J'essaye quand même. La Comex était liée beaucoup avec la Marine nationale aussi, et puis avec d'autres corps d'État militaire où on pouvait intervenir parce que nous, on avait la technique. Et voilà, et ça nous plaisait bien. On était jeunes, on avait envie de faire ça. Hein. On n'est pas parti en marche arrière, là. Quand il y avait une mission comme ça, il fallait désigner quelques gars pour le faire. Il y avait plus de volontaires que d'élus. Ouais, c'était le must. Alors moi, j'ai juste une question à poser qui là va intéresser les collectionneurs de montres. Ah, voilà. Est-ce que Rolex déplaçait les ingénieurs
à la COMEX pour voir comment ça fonctionnait avec votre intervention, ou est-ce qu'ils ne venaient pas à Marseille, ou vous alliez... Parce que aujourd'hui, ça c'est intéressant de savoir si les ingénieurs de Rolex à Genève se déplaçaient directement à la COMEX pour voir comment fonctionnaient ces montres, faire des rapports, est-ce qu'il y avait des relations comme ça qui étaient instaurées, dont vous étiez celui qui devait décider qui, quoi, comment. Ben, il faut dire que Rolex, on le sait, hein, par son comportement, la marque est très, comment dirais-je, très secrète. Hein. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passe chez Rolex. C'est leur volonté, et c'est des marques comme ça de beaucoup d'autres maisons. C'était un choix. Je sais, sans avoir été mêlé à ça, parce qu'en fait, moi, j'étais atelier Rolex à Marseille, mais sans plus. Je suivais la COMEX, je faisais des rapports techniques sur ce que je voyais en matière de qualité technique, mais en dehors de ça, par contre, je sais que les ingénieurs de Rolex venaient à la COMEX, d'abord pour rencontrer le président, et puis aussi parce que bon, ils avaient des caissons de fabrication COMEX pour faire l'étanchéité sur leurs montres. Et comme ils avaient toujours des prototypes en avance, il fallait que les contrôles d'étanchéité soient faits à des profondeurs de plus en plus grandes. Donc c'est COMEX qui travaillait avec Rolex pour étudier les caissons qui allaient permettre de faire des tests d'étanchéité de ces montres en situation naturelle, c'est-à-dire en eau. Donc COMEX développait des prototypes pour Rolex, de façon à l'utiliser. Et je pense que peut-être aujourd'hui, COMEX continue à faire des caissons qui permettent aux fabricants de montres d'étudier les résultats d'étanchéité de leurs montres. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, soit à Joël, soit à Jacques. Oui, Odile. Moi, je voudrais savoir si vous savez combien de COMEX, alors c'est plutôt les experts à qui je m'adresse, ou monsieur, combien de Rolex COMEX ont été produites, si elles sont encore produites aujourd'hui, puisque la COMEX existe toujours, et si vous, Joël, vous savez si elles sont offertes, donc si elles existent encore, dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Je vais répondre à la question, Joël. On a parlé du calme, de la fierté du plongeur, mais on va parler du secret Rolex. Et ça fait partie aussi de ce mythe très intéressant chez Rolex, qui d'ailleurs, au passage, est l'une des seules marques horlogères au monde qui ne porte pas le nom de son fondateur étant un monsieur qui s'appelait Hans Wilsdorf, qui d'ailleurs était obsédé par la mer, puisqu'il a développé la fameuse Oyster. On a environ des quantités approximatives suivant les modèles, mais on n'a pas le nombre exact. Il faut savoir que les informations concernant les modèles Rolex sont précieusement conservées avenue du Sceau, donc pour ceux qui sont allés à Genève, dans une forteresse. Et voilà, on n'a pas les quantités exactes. Pour ce qui est des montres de la COMEX, nous avons eu la chance l'année dernière de vendre The Last One, c'est-à-dire la dernière produite, puisqu'il n'y a plus de montres produites pour la COMEX. Après, ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on en discutait souvent avec les gens qui nous confient leurs montres, j'ai envie de dire qu'en fait, ils nous confient beaucoup plus qu'une montre. Ils nous confient leur histoire. Et ça, c'est souvent quelque chose de très particulier, parce que vendre une montre, c'est bien, mais raconter une histoire, c'est souvent beaucoup plus audible. Vous pouvez vendre une montre qui a été produite en série. Moi, je pense que les COMEX sont toutes uniques de par les plongeurs, parce que les plongeurs ont chacun leurs propres histoires, et c'est ces histoires qui, finalement, ont construit la légende de la COMEX. Et cette légende est quand même extraordinaire, puisque l'univers de la mer, l'univers des océans, alors vous avez parlé de Jacques Cousteau, oui, la ville de Monaco est une ville dans laquelle, depuis un certain nombre d'années, on s'intéresse aux océans. Le prince s'intéresse notamment beaucoup à la protection des océans. Ces objets sont devenus des objets qui racontent une histoire personnelle dans une histoire au fil du temps. C'est vrai que c'est difficile de rentrer dans les querelles de clochers. Combien y a-t-il eu de montres? On a des indications.
Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on a pu comprendre, notamment avec Jacques, que c'était des outils. Donc souvent, on nous dit « Ah, les index sont reloomés, etc. » Oui, mais le plus important, c'est la montre en elle-même. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que la montre a été dans une mission bien spécifique? Joël, vous nous avez raconté que de temps en temps, vous receviez un coup de téléphone dans la nuit. J'imagine que ce n'était pas pour faire une mission de vacances. C'était certainement pour faire des missions un peu spécifiques, peut-être à l'autre bout de la planète, avec des buts bien précis sur commande du président, mais pas le président de l'OSE, peut-être le président qui était au-dessus. Voilà, je pense que c'est le mythe COMEX, qui est, à mon avis, ce qui fascine les gens. Les gens sont fascinés par un mythe. Donc voilà, alors les quantités, toi Greg, j'imagine que toi tu es plus spécialiste que nous sur... Joël nous disait tout à l'heure que vous étiez 2-3 000, je pense. Donc on peut imaginer qu'il y en a peut-être 3-4 000 qui ont été produites, puisqu'il y a aussi les personnes qui faisaient partie des bureaux qui en avaient. Il y avait pas mal d'attributions. On n'a pas de chiffre officiel et personne n'a de chiffre officiel, de toute manière, à part Rolex, qui ont les... Mais ils communiquent tellement rien qu'on peut faire que des suppositions. Mais Pas plus de 4 000 en tout cas. Je pense pas qu'il y en ait eu plus de 4 000. Hein. Si déjà il y en a eu 3 000, c'est déjà beau. Hein. Et pour compléter, on dira bien sûr que la COMEX, le président Deleuze et Marseille sont unis. On ne peut pas les dissocier. Ça fait partie de la grande histoire de la Rolex de plongée. Bon, alors Made in Marseille, la COMEX, la Rolex. c'est Marseille bébé. C'est certainement une histoire. En fait, c'est certainement la petite histoire dans la grande histoire. Et souvent, c'est cette petite histoire qui donne l'intérêt de la grande histoire, puisque s'il n'y avait pas eu la COMEX, vous l'avez dit très justement, il n'y aurait pas eu cette valve de décompression sur les montres qui sont encore aujourd'hui utilisées chez Rolex. Et cette initiative vient directement de la COMEX, qui d'une expérience. Oui. Donc voilà, moi j'ai envie de dire merci à vous tous. Si vous avez des questions les uns ou les autres, n'hésitez pas. En tout cas, on peut vous remercier et vous applaudir, puisque je pense que... Ouais, merci beaucoup. Thank you.